Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici plus de 6 décennies, vous avez découvert à New York une voie qui a ouvert le chemin à tant d'autres. Vous ne parliez pas anglais, ce qui n'était pas un problème puisque les paroles de leur auteur étaient déjà universelles. Je veux parler bien sûr de Bob Dylan, que nous allons raconter aujourd'hui avec vous. Bonjour Hugo Frey. Bonjour. Alors il se trouve que vous publiez un coffret, Hugo Frey chante Bob Dylan, de 1965 à 2009. Oui. C'est l'occasion justement d'écouter vos chansons par Dylan et de raconter Dylan, ce qu'on va faire à travers des dates clés. Alors la première date que j'ai trouvée, elle n'a pas de rapport avec Dylan, mais elle a un rapport avec vous. Le 1er juillet 1961, à Paris, au Crillon, il y a un cocktail bar, vous n'êtes pas là, où Maurice Chevalier annonce le prochain April in Paris, avec une dame qui s'appelle Elsa Mackwell, qui est la grande commère de New York. Oui, je vois très bien. Voilà, et ce concert April in Paris à New York, qui est un concert de charité qui existe depuis 1952 sur les rapports entre la France et l'Amérique, c'était là, vous y êtes. Voilà, exactement. Oh, c'est bien, comme vous savez tout, je n'ai pas besoin de le raconter. Bon. Alors, comment vous êtes retrouvé là-dedans? Par hasard et par nécessité. J'emprunte ça au titre d'un bouquin écrit par le prix Nobel de médecine, le professeur Monod, que j'ai rencontré à l'occasion du premier concert contre le racisme, organisé par Harry Belafonte, avec Martin Luther King. Et on parlait un petit peu du monde, de l'histoire de l'humanité, mais comment ça a commencé tout ça? Et il me répond: ça a commencé par hasard et par nécessité. Lui, il ne croyait pas du tout à la création d'un Dieu, mais eh bien, moi, sans être quelqu'un de très important, je suis quand même créé par le hasard et la nécessité. Le hasard, c'est 2 personnes que je vais rencontrer un jour. Si vous voulez, je vous le raconterai, peut-être pas Maurice maintenant. Chevalier, d'abord. Maurice Chevalier qui vous a permis, qui vous a repéré. Mais avant, oui. avant, parce que Maurice Chevalier, à cette époque-là, j'avais déjà une guitare, je chantais, et on me connaissait un peu. Oui, grâce au numéro 1 de demain, d'Europe numéro 1. Voilà, mais comme moi, étant jeune, à l'âge de 15 ans, 16 ans, je n'avais absolument pas l'intention de devenir un chanteur, je voulais devenir un peintre ou un sculpteur. Mais je jouais un peu de guitare parce que j'avais appris en Espagne pendant 3 ans où j'ai fait des études, passé mon bac. J'avais appris l'espagnol et je gagnais ma vie un petit peu dans les bars, mais par hasard et par nécessité. Voilà. Donc Chevalier vous repère, vous faites April in Paris. Et ce qu'on a un peu oublié, c'est que April in Paris, c'est aussi une chanson que Count Basie a rendue célèbre. One more time. Un grand classique du jazz aussi, mais ça vous permet de découvrir New York. Et New York, vous allez y passer 6 mois et vous promener dans Greenwich Village. Ah non, pas celle-là. La deuxième fois. Oui, quand je suis allé à New York avec Maurice Chevalier, j'étais invité, nourri, logé dans un palace qui venait de s'ouvrir. D'ailleurs, c'était le dernier palace américain. J'étais émerveillé par cette ville debout, comme dirait Louis-Ferdinand Céline. Alors, il se trouve que votre premier séjour à New York va vous donner envie de revenir, mais pas cette fois-ci dans un palace comme la première fois, mais pour une vie de bohème, pour découvrir New York pendant quelques mois. Oui, alors, je ne suis resté avec Maurice Chevalier que 8 jours, donc je suis revenu en France, mais complètement bouleversé, transformé. Et ma carrière, le chemin pour une carrière s'est ouvert ce jour-là. Parce que j'ai découvert aux États-Unis un pays où mes concepts de vie correspondaient. J'ai vu que les gens étaient très musiciens, passionnés par la musique folk, la musique folklore qui n'existait plus en France. Chez nous, en France, on avait Tino Rossi, Yves Montand, Georges Guettari, Luis Mariano, mais il n'y avait plus de folklore. Et donc, j'ai compris que c'était là qu'il fallait que je vive. Résultat, vous arrivez à Greenwich Village, qui est un lieu que Marcel Duchamp, qui est un écrivain français devenu américain, appelait la République indépendante de Greenwich Village, où il y avait une sorte de communauté de pré-hippies. Oui. Et là, dans un bar, vous entendiez un jour une voix.
Exactement. Alors, je me balade, je traîne un petit peu. J'avais pas d'argent. J'avais quand même réussi. Dans ma première visite, la première fois que j'étais venu avec mon chevalier, j'avais rencontré des gens importants, notamment un dénommé Jacobi, qui était français et qui avait ouvert un cabaret qui avait énormément de succès parce que c'était le tremplin des nouveaux talents. Et ça s'appelait le Blue Angel, l'ange bleu. Et à l'Ange Bleu, le type qui était français m'a dit si vous revenez à New York, je vous engage pour faire partie du spectacle. Et dans le spectacle, il y avait un trio que j'ai rencontré qui s'appelle Peter, Paul and Mary. Et par eux, je vais rencontrer Bob Dylan. Voilà. Bob Dylan, qu'on pourrait qualifier d'homme orchestre, comme vous l'avez chanté. Hey, monsieur l'homme orchestre, fais chanter mes nuits dans cette jungle de jingle. Ce qui est extraordinaire, Hugo Frey, c'est que Bob Dylan, vous l'avez rencontré, vous avez tout de suite compris, vous ne parliez pas anglais, que c'était un génie. Oui, absolument. Ça, c'est très important à dire parce que ça va vous étonner, mais j'ai entendu dire par Georges Brassens, qui est pour moi, évidemment, l'exemple, l'idole de ma vie, dans ce métier, il disait, ce qui compte dans la chanson, c'est la musique d'abord. La musique avant tout, comme Verlaine, de la musique avant toute chose. Alors qu'on a l'impression que Brassens a fait une carrière grâce au texte, comme Dylan. Eh bien non. Dylan, c'était sa voix, le son de sa voix et la musique qu'il faisait qui a séduit le monde entier, pas seulement les Américains, mais même tous ceux d'Europe centrale, d'Amérique du Sud, qui ne comprenaient pas l'anglais, ils étaient heureux d'entendre Bob Dylan. Et moi, j'ai compris qu'il serait la vedette du monde. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il a commencé la musique, il avait 8 ans. Il a fait ensuite des études normales et il a fini à l'université de musicologie, oui. Mais pendant quelques mois, parce qu'il préférait se promener, vivre dans ce paradis qui était Greenwich Village. Oui, son idole dans la poésie va être quand même Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai vu Dylan par la suite, que je l'ai fréquenté, que je l'ai vu, j'avais l'impression d'être non pas Verlaine, mais d'être devant Rimbaud. Oui, car il avait à la bibliothèque de l'université dévoré tous les livres possibles et imaginables sur les poètes qu'il avait découverts. Voilà. Et ça a marqué sa vie. Voilà. Alors, il se trouve qu'on se demande pourquoi il s'appelle Bob Dylan, parce qu'il s'appelle Robert Zimmerman. Oui. Alors, on a dit que c'était une référence au poète gallois Dylan Thomas, ce qui n'a pas l'air vrai. Et lui dit il avait un oncle qui s'appelait Dillion et qu'il s'en est inspiré. Ah, ça, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne sais pas ça. C'est les deux hypothèses. Et le 9 août 62, il a fait changer son nom auprès de la Cour suprême. C'est pas mal. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi aussi, il fallait que je change de nom. Quand, par hasard, mais la nécessité a voulu que je commence à chanter, il s'est trouvé qu'un journaliste s'est trompé en faisant le programme où j'étais annoncé. Il a mis un seul F à mon nom, oui. Alors qu'au frais, c'est 2 F. Et ça m'a évité de changer de nom, mais automatiquement, dans ma famille, on m'a dit que j'avais trahi ma jeunesse. Voilà, au frais, ça s'écrit avec 2 F normalement. En tout cas, vous n'avez pas trahi Dylan. Et dans ce coffret, il y a notamment cette chanson qui est le premier grand succès de Bob Dylan. Combien de siècles aux falaises de rochers avant qu'elle ne sombre sous la mer. Combien de siècles pour l'esclave enchaîné. Blowing in the Wind, qui est une protest song, qui est le premier grand succès de Bob Dylan. Exact. Alors, j'en profite pour vous dire que j'ai essayé de traduire Bob Dylan parce que je ne comprends pas l'anglais. Oui. Alors, c'est aussi simple que ça. Et je me suis dit, si Bob Dylan vient en France, personne ne comprendra parce que les Français ne parlent pas couramment l'anglais. Alors, vous avez traduit donc il faut le traduire. Bien sûr. Alors, et cette chanson a été écrite en 10 minutes dans un café qui s'appelait The Commons, et c'est devenu la chanson défendant les droits civiques, défendant le pacifisme à l'époque. Oui, parce que ça correspondait à la guerre du Vietnam. Exactement. Moi, j'ai changé. Alors, j'ai traduit. Et le mot traduire vient d'un mot latin, enfin romain, tradire, ça veut dire trahir.
Ça veut dire que dans la traduction, il y a toujours une petite part de trahison, parce que the answer, my friend, mes amis, the answer, my friend. Moi, je voulais pas dire mes amis sur scène, et j'ai changé en mettant mes enfants, les enfants. Oui, pour vous, les enfants. Et c'est vrai que les chansons de Dylan sont spontanées, on comprend tout de suite ce qu'il a envie de dire. Ah oui, quand on comprend l'anglais, mais quand on comprend pas. Alors moi, j'ai pensé que, vu mon âge, il était plus raisonnable, parce que moi, je crois que la chose la plus importante chez un artiste, c'est d'être crédible. Et c'est vrai que vous êtes crédible quand vous chantez cette autre chanson. A-t-elle encore ses blancs cheveux si longs qui dansaient jusqu'au creux de ses reins? La fille du Nord. Ces chansons, on les connaît tous et on oublie parfois que c'est Dylan qui est à l'origine, Hugo Frey. Même lui, il l'a oublié, puisqu'il a écrit, il m'a fait une dédicace dans mon disque où il dit quand j'écoute mes chansons chantées en français par toi, j'ai l'impression qu'elles ont été écrites en français, c'est moi qui les ai traduites en anglais. C'est fou, hein. Il a fait 700 chansons, je crois. Oui, je ne sais pas, peut-être. Voilà, oui. Mais c'est vrai qu'elles font partie du patrimoine. Les chansons qui sont dans ce que j'appelle le U-coffret. Oui. Je l'appelle le U-coffret. Dans ce petit résumé avec 5 disques, des CD, il y a les chansons qui font partie du film qui sort actuellement. On va en parler tout à l'heure et on va revenir avec vous sur Dylan avec une autre date importante, le 30 janvier 1966. À tout de suite sur Sud Radio avec Hugo Frey pour évoquer Bob Dylan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Hugo Frey. Nous évoquons Bob Dylan que vous évoquez vous-même dans un coffret, le U-coffret. Hugo Frey chante Dylan avec 5 CD, on va bien sûr en parler tout à l'heure, et tout au long de l'émission, on va écouter vos adaptations de chansons de Bob Dylan. Et puis, il y a une émission de télévision qui est importante, car le 30 janvier 1966, Hugo Frey, pour la première fois, vous parlez de Bob Dylan dans cette émission. Discorama de Denise Glaser. Elle vous interroge sur Bob Dylan. Elle ne sait rien et vous expliquez justement ce que représente Bob Dylan pour vous. Oui, effectivement, quand j'ai parlé de Bob Dylan à Eddie Barclay, il m'a dit Bob qui? Personne ne connaissait. J'ai vu récemment une émission de télévision, je ne citerai pas le nom de celui qui la présentait, et il a osé parler de Bob Dylan pendant un moment sans avoir cité mon nom une seule fois, alors qu'il a cité des noms de gens qui n'avaient rien à voir avec lui. Personne ne le connaissait en France. C'est fou. Et surtout pas les artistes qu'il a cités. Bien sûr. Alors, dans cette émission, vous chantez un titre de Bob Dylan que vous avez adapté aussi et qui figure dans cet album. Vous qui philosophez tout le temps et critiquez les gens, ne sortez pas votre mouchoir, vous pleurerez plus tard. La mort solitaire de Hercy Carroll, qui est l'histoire d'une femme abattue d'un coup de canne, qui est un fait divers au départ. Voilà, exactement. Bon, mais moi, ça me touchait beaucoup parce que moi, toutes les idées, les thèmes qu'il a défendus, c'est des choses que je porte en moi. Oui, et des thèmes qui étaient uniques, qui sont devenus universels et qui correspondent au monde d'aujourd'hui. Et qui m'a permis de rencontrer Martin Luther King et d'avoir une lettre de remerciement qu'il m'a écrit des États-Unis. Mais j'ai eu une photo avec lui et ça, c'est une de mes grandes fiertés. Alors, Bob Dylan, vous êtes en France et vous décidez de consacrer un album à Bob Dylan, Hugo Frey. C'est en 64 et là, ça devient un chemin de croix. Je ne trouvais pas, personne ne voulait sortir ce disque. Et c'est Barclay qui l'a sorti. Il m'a dit, mais c'est qui Bob Dylan? Il comprenait pas. J'ai dit, écoute mon disque et écoute bien et je crois que tu comprendras qui est Bob Dylan. Et je crois que ça a été une réussite. Et là-dessus, vous avez eu un complice qui était Pierre Delanoë. Voilà, alors au début, il faut que j'explique que comme je n'ai jamais pensé être chanteur, encore moins d'être auteur-compositeur, la nécessité a été que on m'a expliqué que si je voulais faire une carrière, c'est-à-dire gagner ma vie,
je me suis marié très jeune, j'avais déjà 2 filles, il fallait rapporter de l'argent à la maison. On m'a dit, il faut que tu composes des chansons. Je ne savais pas composer une chanson, et comme je connaissais Pierre Delanoë, qui était directeur d'Europe numéro 1, et qui m'avait beaucoup soutenu dans mes numéros 1, le fameux concours, vous aviez chanté Gainsbourg pour commencer. J'avais fait découvrir Gainsbourg à la France entière, et notamment à Pierre Delanoë. Et il m'a dit, écoute, je te donnerai un coup de main si tu veux. Mais je dois, pour le saluer, parce qu'il vient de nous quitter, c'est Jean-Pierre Sabar, qui va nous aider beaucoup au début, parce que Jean-Pierre Sabar était un musicien formidable, et il nous faisait comprendre le déroulé musical de ces textes. C'était très important de rester dans la musicalité en traduisant Bob Dylan. Oui, car la musicalité de Bob Dylan fait partie de son génie. C'est quelque chose qu'il n'a jamais appris, c'était instinctif. Instinctif, oui. Et comment veux-tu traduire « How does it feel ?» dans la chanson Like a Rolling Stone, oui. How does it feel? Je n'arrivais pas à traduire ça. Avec Pierre, j'ai dit on laisse tomber. On a traduit les couplets. Moi, j'ai traduit les couplets tout seul. Et ben, il m'a dit débrouille-toi. Et puis je suis arrivé au refrain How does it feel? Intraduisible. Oui. Qu'est-ce que tu éprouves? Qu'est-ce que tu ressens? C'était pas possible que le monde entier entendait Heal à cet endroit-là. Et un jour, longtemps après, plusieurs années après, en voyant des gens qui faisaient une queue devant un magasin, il pleuvait, il faisait froid, j'ai dit, qu'est-ce que font ces gens qui font la queue, là? Et je suis arrivé devant le magasin, c'était l'ANPE. J'ai compris que c'était des clochards ou des gens qui avaient besoin d'aide. C'était l'Agence nationale pour l'emploi. Et j'ai dit, où vont ces fields sans domicile? Et quand j'ai dit à Bob que je n'avais pas traduit mot à mot ce qu'il avait écrit, il m'a dit, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Exactement. Alors, il se trouve que vous avez eu un désaccord avec Pierre Delanoë pendant ce travail sur cette chanson. Je ne dormais que d'un œil quand Rita vint me secouer. Elle me faisait de l'œil comme Tony Perkins. Elle me dit, viens prendre une douche, je vais te montrer où c'est. J'ai répondu, hey, 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 ce coup-là on me l'a déjà fait. Cauchemar psychomoteur, qui a une particularité. J'ai inventé l'accent tonique sur la dernière note. C'est-à-dire, comme j'ai beaucoup marché. Alors, Pierre me dit, mais en France, on dit pas marcher, on dit marcher. Ah, mais ça change la musique, c'est plus la même note. C'est pas possible. Marcher. Alors, j'ai dit, je veux dire comme les Américains, marcher. Et ça, sans en avoir l'air, ça marque beaucoup de chanteurs, notamment un dénommé Francis Cabrel. Tout à fait. Les serpents qui portent des cravates. Et puis, il y a la pédale wah-wah qui est née dans cette chanson. Exactement. Aussi, la pédale wah-wah n'était pas utilisée dans la chanson française. Et moi, je tenais absolument. Et c'est mon regretté guitariste, le pauvre, il a disparu aussi. Tous ils disparaissent parce qu'ils ont tous trop fumé. Trop fumé, beaucoup trop bu aussi. Mais c'était pas son cas en tous les cas. Il est venu, on a fait la pédale wah-wah, il savait à peine s'en servir, et on était devant, c'était pour la fête du Parti communiste à Vincennes. Et les gens pensaient que j'étais fou avec ce son. Alors, votre rencontre avec Dylan, il vient un jour à Paris, je crois que vous allez le chercher à l'aéroport du Bourget, Hugo Frey. Bourget, Orly n'existait pas. Oui. C'est vous dire que les temps ont changé. Times are all changing. Une chanson qui a exactement 60 ans. Et on va l'écouter. Et vous arrivez et vous l'accueillez, je crois, avec une gourde de vin rouge basque. Voilà, la fameuse le symbole du Pays basque, en peau de chèvre. Comment on appelle ça, les contrebandiers, oui. Qui passaient des cigarettes ou je sais pas quoi, ils avaient toujours une gourde avec eux avec du vin, et puis ils buvaient à la régalade comme ça, et je lui ai offert ça, et il a été très touché. Alors pourquoi est-il venu à Paris? Pourquoi chez vous? Comment c'est né cette complicité? Parce que quand on s'est connus après aux États-Unis, je lui ai dit, moi, je voudrais traduire tes chansons. Il m'a dit, mais moi, ça dépend pas de moi, ça dépend de mon éditeur. Son éditeur, c'était Albert Grossman, qui était un très bon homme d'affaires, mais très sévère. Il a dit, mais qui est ce Hugo Frey? Il va traduire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il était un peu dur.
était dur, ça a duré même 3-4 ans. C'est pour ça que, alors que j'ai rencontré Dylan en 61, c'est en 64, je crois que va sortir, ou 65, la première version de traduction. Mais j'ai réussi à convaincre Grossman. Et il est venu à Paris passer quelques temps et vous êtes restés ensemble. Voilà. Alors en 60 ans, il est venu chez moi et on s'est baladé boulevard Saint-Michel, incognito, puisque personne ne le connaissait. Mais on me connaissait déjà. Alors il était un peu étonné de voir que les gens me souriaient ou me demandaient des autographes, des choses comme ça. Et puis vous lui avez offert un blouson, je crois. Je lui ai offert. Oui. Une veste très chic en cuir noir qu'il a portée pendant 2 ou 3 ans en concert. Il se trouve aussi qu'il aimait la France à travers Françoise Hardy et Brigitte Bardot, Bob Dylan, Hugo Frey. C'est vrai. J'aimais tous les gens à l'étranger, voyez, Brigitte Bardot et Françoise Hardy comme des idoles. Et oui, c'est vrai, mais ça n'a pas été plus loin. Voilà. Mais enfin, je crois qu'à l'Olympia en 66, ça n'a pas été toujours simple, il a exigé de rencontrer Françoise Hardy avant de rentrer en scène pour la seconde partie. Oui, mais c'est pas, le mot exigé n'est pas exact. Ouais. Il a dit j'aimerais bien le rencontrer, mais après le spectacle. Voilà. Et en même temps, c'est des grands moments effectivement pour l'un comme pour l'autre. Oui. Et dans ce coffret, donc Hugo Frey, il y a une autre chanson aussi qui est un classique. Et encore une fois, peu de gens savent qu'au départ, c'est une chanson de Bob Dylan. Quand nous marchions main dans la main, je n'y pense plus, tout est bien. Don't think twice, it's all right. C'est une chanson d'une génération, ça aussi. Ouais. Avec l'harmonica, ça aussi, c'est du Bob Dylan pur et dur. Oui, mais peut-être que vous allez passer, j'ai dit tu. Ouais. Parce que j'aime bien tutoyer, moi. Depuis mai 68, je tutoie les gens. Eh bien, c'est The Times Are Changing. Parce que les temps changent. Bien sûr, c'est prévu. Mais n'y pense plus, tout est bien. C'est une chanson qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles. Ah oui. Comment ça se fait? C'est-à-dire, vous attendiez à ça? Moi, je me suis beaucoup investi, impliqué dans les traductions. Moi, je me suis séparé vraiment de Pierre Delanoë en très bons termes, assez rapidement. C'était un homme extraordinaire, d'une honnêteté extraordinaire. Il m'en a jamais voulu, mais il a compris qu'à un moment donné, lui, il n'était pas passionné par Bob Dylan. Politiquement, il n'était pas d'accord. Et puis il trouvait qu'il savait pas chanter, etc. Il disait, tu chantes beaucoup mieux que lui. Non. Et donc j'ai continué mon chemin tout seul. Et là, je sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chansons, sur lesquelles je me suis appliqué. Des fois, je mets 50 pages avant d'avoir le texte définitif. Eh bien, ça va nous permettre de continuer à parler de vos chansons, de celles de Bob Dylan et de vous, à travers une autre date récente mais importante, le 13 octobre 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Hugo Frey pour parler de Bob Dylan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Hugo Frey, à l'occasion de la sortie de ce coffret de 5 CD, Hugo Frey chante Bob Dylan, 1965-2009. Donc on évoque bien sûr la vie de Bob Dylan et ses chansons. Et le 13 octobre 2016, c'est un jour étonnant puisque c'est le jour où il reçoit le prix Nobel de littérature. Ah ouais. Vous l'avez appris comment ça? Comme ça, comme tout le monde parle à la radio, la presse. Et moi, on m'a demandé mon avis. Oui. Ben, j'ai dit, vous n'avez pas compris que les temps ont changé. Times are changing. On chantera ça tout à l'heure. Les temps ont changé. La littérature poétique, écrite, imprimée, c'est fini. Maintenant, les poètes ne vendent plus. Ils vendaient déjà pas beaucoup autrefois, mais ils ne vendront plus du tout. Les poètes c'était Pierre Segers qui éditait tous les poètes de l'après-guerre issus de la résistance. Personne ne lisait ça, comment dirais-je, dans les usines Renault. Sartre avait beau faire des discours, personne ne lisait René Char ou ces choses comme ça. Tout d'un coup, la poésie est descendue, est sortie de la prison où elle était enfermée par ses agrégés de littérature, et elle est venue dans la rue, sur les trottoirs. Et c'est Dylan qui l'a fait. Alors, il se trouve qu'il reçoit ce prix Nobel, qu'il est très étonné, et qu'il ne va même pas se rendre à la cérémonie, il va à peine répondre aux mails, et il envoie Patti Smith. C'est quand même étonnant, ça. Quand on reçoit un prix comme ça, on devrait s'y rendre.
Bien sûr, mais lui, il est vraiment, il est comme ses chansons, et ça m'a fait plaisir de savoir que c'est Patti Smith qui est venue, parce que c'était une fille qui aimait bien Hugo Frey. Voilà. Voilà, ça je savais pas, je l'ai appris beaucoup plus tard. Donc, et c'est vrai qu'il reste discret, c'est sa carte de visite. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'expand comme ça sur les prix. Il a reçu aussi, je crois, le prix Pulitzer de musique en 2008 pour son impact sur la musique populaire et la culture américaine. Ça non plus, c'est pas ce qui compte pour lui. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce qui compte maintenant pour le monde. C'est voilà. Ça ce qui est important. Mais il aurait peut-être dû recevoir son prix, il aurait pu venir. Ouais, pourquoi pas. Alors, dans ce coffret, il y a des chansons très célèbres, et il y a une chanson que vous avez traduite et qui est un tournant dans la carrière de Bob Dylan. C'est ça le missile, c'est de foutre inconnu d'horizon, ces esprits que l'on foule. Comme des pierres qui roulent, like a Rolling Stone. Voilà. Ça aussi, c'est une chanson importante pour Bob Dylan. Très, très importante. Et moi, je suis très fier. Mais j'ai mis des mois et des mois et des mois pour arriver à trouver le refrain « Ouvre ces fils de sans domicile », qui est quand même la clé pour ouvrir la porte de cette prison. Mais au départ, c'est un poème de 20 pages, like a Rolling Stone. Et c'est une chanson de 6 minutes, ce qui était rarissime aussi. Oui. Et Bob Dylan, n'hésitez pas dans ces cas-là, à chaque mot compter. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps pour la traduire. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, Pierre Delanoë n'aurait pas accepté. Lui, il était fulgurant. Il écrivait une chanson en 1 heure. Et il était parfaitement honnête. Et c'était très bien. Mais ça ne correspondait pas à ma façon de travailler. Alors, Rolling Stone, le magazine célèbre, donc on tombe sur Like Rolling Stone, a qualifié cette chanson comme la plus grande chanson de tous les temps, et elle dit aucune chanson autre n'a défié et transformé les codes commerciaux et les conventions artistiques de son époque. C'est la chanson la plus acclamée de tous les temps. Comment expliquer le succès de cette chanson, Hugo Frey? Parce que je crois que ce qui caractérise Dylan, c'est la vérité. C'est un homme qui chante vrai. Et d'ailleurs, dans le film, si tu vas voir le film, on va en parler, oui. À un moment donné, il reproche à la fille qui incarne sa copine, comment elle s'appelait, enfin peu importe, qui est la chanteuse. Il dit mais tu chantes trop bien. C'est pas comme ça qu'on doit chanter. Elle était choquée parce que elle chantait comme un petit peu comme une fille qui avait été une religieuse qui chante la messe. C'est pas ça le folk. Et le folk, justement, au départ, c'est un public très limité, mais il va devenir une star du pop très vite, Bob Dylan, très vite. Ah oui, il a restauré complètement la vérité dans la musique populaire. En même temps, il a un public énorme, et ça le gêne d'avoir les filles qui crient à la sortie des concerts. Oui, il n'apprécie pas, enfin c'est pas un VIP du tout, pas du tout. Et moi je sais que quand il est venu chez moi, il a refusé de monter dans une voiture qui était trop belle, trop luxueuse, et il a voulu venir dans une voiture un peu moche. Voilà, mais il voulait être très discret, à tel point qu'il a pris un appartement à New York sous un faux nom, je crois, pour ne pas être dérangé. Voilà, oui, il a raison. Alors, il y a aussi une rencontre importante, c'est les Beatles, car il a rencontré les Beatles, et il a influencé les Beatles, Bob Dylan, Hugo Frey. Voilà, je crois que les Beatles, les gens qui aimaient les Beatles ne parlaient pas l'anglais, ne comprenaient pas l'anglais. C'était ça la force de cette musique-là, c'est que les jeunes écoutaient la musique, ils savaient pas les textes après. Mais moi, personnellement, je suis beaucoup plus près des Beatles que des Rolling Stones. Et lui, il était un peu entre les deux, mais enfin, il était plus Beatles quand même. Oui, et puis il les a rencontrés à New York dès qu'ils ont été célèbres. Et les Beatles ont dit on a vraiment une influence de Bob Dylan sur notre musique. C'est vrai. Alors que les Rolling Stones, ils piquaient un peu leur style au Black de la Nouvelle-Orléans. Et d'ailleurs, je crois que Bob Dylan a participé en août 1971 à un concert pour le Bangladesh organisé par George Harrison à New York, et c'est le premier concert de charité dans l'histoire de la musique à New York. Ah oui, ça je savais pas, mais en tout cas, il a eu raison, il y en a eu d'autres depuis. Oui, mais c'est vrai que les Beatles et Bob Dylan, il y a un cousinage. Exactement, oui. Alors, la vérité. Il y a cette chanson, effectivement, que vous avez évoquée, Les temps changent. Les perdants d'hier vont peut-être gagner
sénateurs, écoutez maintenant. N'encombrez plus le hall de discours insolents. Si vous n'avancez pas, vous serez écrasé. Car les murs du palais vont tomber. Voilà. Il a osé dire ça. Voilà. Alors cette chanson est une chanson importante pour vous, Gaufret. Ouais. Pourquoi ? Parce que les temps ont changé et ça, les Français n'ont pas encore compris. Alors, en 2 mots, je vous dis, avant l'histoire, nous avons créé la préhistoire. La préhistoire nous raconte ce qui s'est passé avant que l'homme devienne l'homme et qu'il écrive. L'histoire, elle est terminée. Maintenant, on est dans la post-histoire. C'est Philippe Muret qui le disait, oui. Hein, et il a raison. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Mais quand même, il y a une date. C'est la naissance du premier bébé in vitro. C'est ça mon idée. Oui. La naissance du premier bébé in vitro, c'était la naissance du premier humain. Nous sommes dans la post-histoire. C'est-à-dire l'histoire qui est terminée, maintenant on est dans la post-histoire. Et ce changement, c'est ce que dit Dylan. Dans la chanson... Les murs vont tomber. Et cette chanson a obtenu l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2000. C'est dire le succès. Alors, curieusement, dans l'album où il y a Les temps changent, dans la version originale, il y a 11 épitaphes qui sont 11 poèmes esquissés. Ah ça je sais pas. Ah si, et c'est la première publication de poésie de Dylan qui était dans l'album à cette époque-là, parce que la poésie l'a toujours fasciné. Il aurait pu être un poète. Mais il est un poète, c'est la poésie imprimée, écrite et vendue qui n'existe plus. Si vous écrivez des poèmes, quand on me dit bonjour Fred, donnez-moi des conseils, moi je suis poète. Ils ont d'ailleurs des cartes de visite où il y a marqué un tel poète. Je dis mais c'est pas un métier. C'est un état. Et aujourd'hui, la poésie, si vous attendez de trouver un éditeur qui va vous... jamais vous trouverez un éditeur qui va éditer des poèmes. Jamais. Voilà. Il faut les vivre, les poèmes. Alors, justement, la vie de Bob Dylan a failli s'interrompre. Je crois qu'il y a eu un grave accident de moto en 68. Et après, il a disparu. On a dit qu'il était mort, qu'il avait été enlevé. Ouais. Il y a eu quelques années comme ça de mystère. Mais il n'a pas été vraiment très blessé, non. Il a eu un petit... C'était pas très, très grave. Oui, moi je sais, la Triomphe, je connais parce que quelqu'un voulait m'offrir la Triomphe, la même. La même. Oui. Et puis vous avez renoncé. Mais il aurait pu y rester. Ah oui, c'était pas son destin. Alors, il se trouve aussi que vous avez chanté beaucoup plus tard, après le premier album qui est dans ce coffret, une autre chanson de Bob Dylan, Le Fugitif. Puis en Californie, recherché à Buffalo, interdit à Kansas City pour chasser dans l'Ohio, condamné au Mississippi et dans l'état de Cheyenne, il y a partout un... Chanson enregistrée en 71. C'est dans un film, c'est un film, c'est pour ça que j'ai pris un ton un peu spécial, parce que le gars qu'on voit à l'image, il a un peu la tronche qui correspond à ma façon de chanter. Et Bob Dylan est de sa façon un fugitif parce que il a enchaîné les concerts en permanence et il n'y a jamais eu 2 concerts qui se ressemblaient, Hugo Frey. Ah oui, il renouvelle sans arrêt. Alors, il ne change jamais les mots, mais il change la façon de jouer ses musiques. Des fois, il change carrément le tempo, hein, et aussi, quelquefois, même les harmonies. Alors moi, je connais beaucoup de gens qui adorent Bob Dylan, ils vont au concert, ils sortent déçus. Dis-moi, il a chanté Blowing the Wind, j'ai pas reconnu la chanson. Eh ben oui, il la chante comme c'est pas un robot, Dylan. Et alors je lui dis mais tu as été déçu? Ah oui, je suis déçu. Alors je dis la prochaine fois qu'il va venir à Paris, tu vas revenir le voir? Ah, elle me dit oui, je vais revenir. Je dis bah écoute, tu l'as été déçu combien de fois? Elle me dit à chaque fois que j'ai vu les concerts. Oui, mais bon, les gens reviennent. Oui, mais il faut être surdoué pour changer comme ça à chaque fois. Ah oui, il change. Il a pas peur. Il fait pas. C'est comme ces peintres modernes maintenant qui peignent pour les galeries. Ils ont trouvé un style, un tableau, et la galerie le dit faites-moi 30 comme ça, puis je vais vous les exposer. Non, il fait pas ça. La preuve, il change régulièrement, et il y a dans ce coffret une chanson aussi qui est sur un rythme particulier. Chaque animal, au matin des temps, au premier temps des temps. L'un de ta dans chaque animal, dans la nuit des temps.
L'homme dota d'un nom chaque animal, c'est une chanson de 79, c'est un mélange de reggae et des paroles de la Bible. Ça, faut oser ça. Oui. Jean-Pierre Savard, qui était mon ami, qui est décédé récemment, musicien formidable, était celui qui a répandu un peu, fait connaître le rythme du reggae, qui a influencé beaucoup de Français d'ailleurs. C'est un rythme que les Français aiment bien. Et moi j'aime bien, je la chante sur scène. Oui, mais en même temps, il est passé du folk au rock, au reggae. C'est la même chose. C'est la musique du peuple. Le reggae, c'est la musique du peuple des îles, mais c'est la musique du peuple. Oui, mais il faut à chaque fois y penser et puis travailler dans ce sens et ajouter les mots qu'il faut. Oui, et c'est instinctif. Moi, je ne crois pas du tout au travail. Je crois à l'instinct. Finalement, au bout de tant d'années, vous demeurez fidèle à la pensée de Bob Dylan, Hugo Frey? J'essaye, oui, de continuer. Moi, là, je vous dis, je prépare un spectacle pour la fin de l'année, c'est-à-dire de novembre-décembre de 2025, qui, je crois, surprendra les gens. En tout cas, ce qui surprend et en bien, c'est ce coffret qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 24 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Hugo Frey pour évoquer Bob Dylan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Hugo Frey. Donc on évoque Bob Dylan depuis le début de cette émission. Et le 24 janvier 2025 est sorti un coffret avec 5 CD. Et qui est un coffret Hugo Frey chante Bob Dylan 1965-2009. Pourquoi avoir fait ce coffret aujourd'hui, Bob Dylan? C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Universal, que je remercie beaucoup, parce qu'on dit beaucoup de mal des grandes sociétés, etc., qui ne s'occupent pas des artistes. C'est eux qui ont eu cette idée, comme il y a le film qui sort, et les chansons qui sont dans ce disque sont dans le film. Exactement. Alors il se trouve que c'est dans ces coffrets, il y a un CD qui est celui du Casino de Paris, qui est mythique. Et le Casino de Paris, quand vous interprétiez Dylan, vous débutiez par cette chanson. Hollis Brown habitait un bled perdu loin de la ville. Hollis Brown habitait un bled perdu loin de la ville. C'est l'histoire d'un fermier pauvre du Dakota du Sud qui finit par se suicider, qui est une histoire qui est sans doute vraie. Bien sûr que c'est vrai. Le mot vrai, c'est exactement le mot qu'il faut toujours avoir présent quand on parle de Dylan. C'est-à-dire que finalement, quand on voit Dylan en 64 ou en 65 faire ses chansons, elles sont dans l'actualité d'aujourd'hui, elles sont intemporelles. Absolument. Les problèmes des agriculteurs, c'est ça. J'allais dire, hélas, qu'elles sont contemporaines parce que il parle beaucoup des malheurs du monde. Alors, dans ce coffret, il y a le premier CD que vous avez fait avec Delanoë, il y a ce CD du Casino de Paris, mais il y a aussi 2 coffrets qui sont étonnants, et ça c'est important pour vous, c'est Offret Trans Dylan. Ah oui. Oui, parce que donc moi, comme je ne suis pas né pour être un chanteur et un écrivain de chansons, je vis un peu comme un amateur. Et je me retourne vers le passé, je dis, ça c'est pas mal, mais on aurait pu faire mieux. Eh ben, je vais essayer de reprendre la main et pour faire mieux. Voilà. Un jour, vous avez dit, j'ai fait des chansons de Dylan avec Delanoë, eh ben, je vais maintenant travailler tout seul. Oui. Ça n'a pas été simple. Je trouve qu'elles sont plus fidèles. Au point de vue du texte, je suis plus près encore du texte originel. Alors, vous vous considérez à ce titre comme un passeur, Hugo Frey? Oui, parce que pour moi, les 2 mots qui représentent l'humanisme chrétien, j'allais dire. Je suis pas pratiquant, mais je suis baptisé et je suis croyant. Et comme Brassens était croyant aussi. Il disait qu'il était athée, mais c'est pas vrai. Il était croyant. Et ce qu'il faut, c'est passer, c'est le transmettre. La transmission, c'est le partage. Et on définit le christianisme, 2 mots, le partage et le pardon. Et grâce à ce coffret, des jeunes vont pouvoir découvrir l'univers de Bob Dylan qu'ils ne connaissaient pas forcément. Voilà, ceux qui ne parlent pas l'anglais pourront chanter ça en français sans difficulté, et puis ça ne les empêchera pas d'apprendre l'anglais, quoi. Alors, il y a des chansons d'aujourd'hui de Bob Dylan, mais des chansons d'hier, dont celle-ci que vous avez aussi adaptée, Corina. Oh, chanteur, mais je n'ai plus ma Corina, oui, qui chantait pour moi.
Car cette chanson, au départ, c'est une chanson des années 20 que Dylan a adaptée, qui est aujourd'hui un classique. Ah ben vous m'apprenez quelque chose, ça je ne savais pas. Ah. Mais il faut le dire, c'est que Dylan et les racines, ça va ensemble. Toute la musique de Dylan vient aussi de la formidable révolution qui a été faite par les blacks, les Afro-Américains. C'est les Noirs qui sont arrivés, des esclaves, et qui ont appris la musique avec des pasteurs protestants dans les églises, et le blues, tout ça. Toute la musique du monde moderne vient du métissage afro-américain. Oui, et Dylan, c'est un mélange de blues, de rock qu'il a découvert avec Presley et Buddy Holly, oui. Et de choses personnelles. Voilà. Il faut savoir ce que le rock and roll, au départ, c'est un mot que utilisaient les blacks pour dire bercer un enfant. To rock, ça veut dire bercer un enfant. Le rock'n'roll, au départ, c'était des berceuses. Et il se trouve qu'à vos débuts, le rock'n'roll est né un peu à vos débuts dans la chanson, et vous avez fait autre chose avec le folk qui a tout de suite été votre image de marque et créé votre personnage et votre style, Hugo Frey. Oui, parce que moi, comme je viens je sais pas, je suis un amateur. D'ailleurs, on m'a souvent considéré comme un amateur, pas un professionnel, parce que je suis pas un VIP. Et donc, moi, par exemple, j'adore les chansons françaises. Par exemple, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, là, il y a une tant belle. Mais oui, d'ailleurs, vous avez chanté un jour Dylan avec Nana Mouskouri à la télévision. Voilà. Vous en souvenez ? Voilà. Et on a chanté, je me souviens plus qu'on a chanté, mais c'était très bien. J'adorais Nana Mouskouri, qui elle était aussi une chanteuse de folk. Exactement. Et vous considérez comme l'un des représentants du folk depuis les années 60 ? Bah oui, même si on m'oublie quelquefois. Alors, dans ce coffret, il y a aussi un album de duos, et dans les duos, il y a quand même un moment mythique. Je n'ai jamais... Ah oui. J'aime toujours. Je n'ai jamais. Hugo Frey, Johnny, c'est quand même un duo mythique. Ah oui. Mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de chanter ça sur scène avec lui. Ça m'a manqué, ça manque dans ma vie. Mais enfin, j'ai fait le disque. Voilà. Et Johnny chante là, c'est une merveille. Voilà. Johnny, vous l'avez connu dès ses débuts. Oui. Vous avez pratiquement débuté en même temps. Ah, bien sûr. Et vous pensiez aussi qu'il ferait une carrière comme il a fait ? Oui. Ça, j'ai tout de suite compris ça. Je l'ai connu à Juan-les-Pins. Il passait dans un cabaret qui s'appelait je me souviens plus comment ça s'appelait, peu importe. Le Vieux Colombier, je crois. Oui, c'est ça. Vieux Colombier. Et il arrivait à la répétition, il avait cassé une corde. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais t'en trouver une. C'était un samedi soir ou un dimanche. Tout était fermé. J'ai couru à toute vitesse dans ma chambre. J'ai trouvé une corde de guitare. Je lui ai amené. Cette corde de guitare nous a fait amis. Et c'est vrai que être en duo avec Johnny, ça demande quand même un certain combat, parce qu'il faut tenir face à lui, Hugo Frey. Oui, il faut tenir. Mais j'ai jamais été dans le clan Johnny. C'est-à-dire ses copains. Moi, je buvais pas, hein, je fumais pas. Je veux pas dire que les autres buvaient trop, mais enfin ils buvaient beaucoup plus d'alcool que moi. Moi, c'était, on me demandait, mais tu bois pas, tu es malade ou quoi? Non, je bois pas, c'est tout. Et Johnny, d'ailleurs, a été marqué lui aussi par Bob Dylan. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Ah oui, Bob Dylan, il a beaucoup fumé aussi. Buvait pas mal non plus. Mais Johnny a même récupéré, je ne sais pas si vous le savez, Hugo Frey, 2 musiciens, Joe Greco et Ralph DiPeter, qui étaient aux États-Unis avec Bob Dylan à leur début. Et c'est comme ça qu'en 63, il a créé Joe and the Showman, qui était un orchestre pour ses débuts. Oui, ça il faisait comme ça, des trucs comme ça, Johnny. Il trouvait les gens... voilà. Jeune pour toujours, finalement. Bon, Hugo Frey, vous êtes l'incarnation de l'éternelle jeunesse. Vous avez, on va le dire 95 ans. Comment vous faites pour rester aussi jeune? C'est pas possible. Eh bien, c'est parce que j'ai l'impression, l'instinct, que je n'ai pas
tout dit ce que je fais, ce que je devais faire dans ma vie. Je crois qu'on a tous une mission, une petite mission, un petit message à transmettre. Et moi, je voudrais réveiller l'espérance. C'est ça mon espérance, ma mission. Mais vous vous rendez compte le parcours que vous avez fait depuis plus de 6 décennies ? Je ne m'en rends pas compte et je me rends compte qu'il faut que faire encore des choses parce que je vois bien que les jeunes aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'espérance. Et ben moi, je veux réveiller l'espérance. Comment ? Eh bien, avec des chansons. Et c'est ce que je vous donne rendez-vous, moi, au mois de novembre ou décembre. Je vais faire un grand spectacle qui sera, on peut dire que ça sera ça. Je vais essayer de donner de l'espoir à la jeunesse. Et il en faut. Alors, Dylan, vous êtes resté très discret pendant des années. Vous n'avez pas cherché à aller le voir, Hugo Frey. Non, parce que moi, il est aux États-Unis. Je ne parle pas bien l'anglais, pas avec suffisamment de précision. Et on n'a pas besoin de se parler, on s'aime bien comme ça. Quand il vient en France, il me fait savoir qu'il est là. La dernière fois qu'il est venu à Paris, il a fait... moi, j'ai été voir le spectacle, mais il savait pas que j'étais là. Et il a demandé, est-ce que Hugo Frey est venu aujourd'hui? Et la productrice a dit, oui, il est dans la salle. Dites-lui de venir me voir après. Et je l'ai vu après. Et je crois qu'il n'y a pas un seul chanteur français qui a pu approcher Dylan. Et c'était la scène musicale, et je crois, si mes renseignements sont exacts. Et vous étiez en quiz, vous êtes resté un moment avec lui, parce que c'est pas longtemps, parce qu'il est surbooké, comme on dit. Oui. Oui, donc moi je lui en veux pas du tout. Puis il a beaucoup de choses à faire. Le lendemain, il est en concert. Mais en tous les cas, voilà, j'ai la chance d'avoir été très proche de Bob Dylan, ce que beaucoup d'autres chanteurs auraient voulu. Oui, et il sait ce qu'il vous doit pour la France, Bob Dylan, Hugo Frey. Oui, monsieur, il me doit rien. Et en même temps, c'est moi je lui dois beaucoup. Et puis voilà, ça va. Mais il comprend les textes en français ? Ben, on les lui traduit. D'accord. On les lui traduit en anglais. Parce que quand vous le voyez, vous ne parlez pas anglais, il ne parle pas français. Non, voilà. Mais à force, maintenant, on commence à se comprendre. Alors, il y a en même temps ce film qui est sorti, Un parfait inconnu, réalisé par James Mangold avec Timothée Chalamet. Vous l'avez vu, ce film, bien sûr. Bien sûr. Et alors ? Alors, je dois vous dire qu'il faut, vous qui m'écoutez, aller voir ce film, parce que c'est pas un film, c'est un documentaire qui a une particularité, c'est qu'on a l'impression que c'est un documentaire alors que c'est un film. La différence, c'est que tout est vrai, sauf que les gens qui sont là sont pas les gens dont on raconte l'histoire. On voit un Bob Dylan qui n'est pas incarné par Bob Dylan, on l'entend chanter, mais c'est Timothée Chalamet. Oui, qui chante lui et qui joue de la guitare. Mais il a travaillé 5 ans pour ça. 5 ans de préparation pour faire ce rôle. Vous êtes sûr? 5 ans? 5 ans. Moi, on m'a dit 1 an. Oui, on m'a dit 5 ans. Il a travaillé avec un coach vocal. En fait, c'est 5 ans parce qu'il y a eu le Covid et que tout a été interrompu par la pandémie. Mais je vais vous apprendre une chose importante. C'est que Timothy, son père est français. Il est français, Timothy. Oui. Et les gens ne le savent pas, parce qu'il est une énorme vedette aux États-Unis. Sa mère est américaine. Et voilà que je viens d'apprendre, dernièrement, que le grand-père de Timothy, donc le père de son père, quand il était jeune, il a emmené son fils, le père de Timothy, voir un spectacle. C'était un spectacle d'Hugo Frey. Magnifique. Et il était le fan d'Hugo Frey, le grand-père de Timothy. Voilà, donc les racines sont là. Voilà. Et les racines aussi sont des racines de liberté permanente. Et dans ce coffret, il y a une autre chanson qui symbolise Bob Dylan et qui vous symbolise, Hugo Frey, Nous serons libres. De jour en jour, Peps et Wassi Diop. de plus en plus, Peps et Wassi Diop. nous serons libres. Tout près de nous, seul sur sa route. Cet homme qui blasphème est innocent. Peps et Wassi Diop en duo avec Hugo Frey dans ce coffret New-Yorker. Ah oui, Wassi Diop. Ouais. C'est un chanteur que je ne connaissais pas. Oui. Et pour ça, à l'instant, je ne le reconnaissais pas bien. Mais c'est un black. Exactement. C'est un black. Mais c'est fou, toutes les générations, tout le monde chante Bob Dylan. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais il faut toujours se souvenir que il vient d'Europe centrale, il est juif, polonais,
Ce sont des gens qui sont extrêmement musiciens. Ils ont émigré aux États-Unis, qui est un pays d'émigration, et c'est la venue de ces Africains, qui vont devenir Afro-Américains, qui vont créer cette musique. Donc c'est pas étranger, et il est imprégné de cette musique-là. Et nous sommes imprégnés de cette musique grâce à vous, avec ce coffret Hugo Frey chante Bob Dylan 1965-2009 que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce que il y a des trésors. Et puis on vous retrouve en scène à la fin de l'année. Ah oui, à la fin de l'année, préparez-vous. Eh bien, écoutez, vous reviendrez dans les Clés d'une vie pour en parler. Avec plaisir. Avec bonheur. Et merci. Restez jeune, ne changez rien, Hugo. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci Jacques. Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.